Il faisait froid, ce soir-là, à Paris. Le vent glacial balayait les trottoirs, et la pluie tombait sans bruit. À l'arrêt de bus de la rue Montorgueil, deux âmes attendaient. L'une tremblait. L'autre hésitait. Et puis il a tendu sa veste. Sans demander. Sans savoir. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle n'avait pas seulement froid. Elle était sur le point de s'effondrer. Ce mardi de janvier, le ciel de Paris semblait se dissoudre en larmes glacées. Des larmes qui résonnaient étrangement avec celles que Clara Levasseur avait retenues toute la journée. À 38 ans, elle portait le poids d'une entreprise dont personne ne soupçonnait la fragilité actuelle. Une start-up technologique valorisée à plusieurs millions, et pourtant, ce soir-là, les chiffres dansaient dans sa tête comme des accusations. Le conseil d'administration avait été brutal. 6 hommes en costume sombre autour d'une table en acajou, leurs voix tranchantes comme des lames. Les résultats du dernier trimestre sont inacceptables, Clara. Nous attendons des mesures drastiques. Il va falloir licencier. Ces mots résonnaient encore alors qu'elle se tenait, droite mais vidée, à cet arrêt de bus qu'elle n'avait pas fréquenté depuis des années. D'habitude, son chauffeur l'attendait en bas de l'immeuble. Mais ce soir, elle avait congédié Antoine d'un geste las. Elle avait besoin de marcher, de se fondre dans l'anonymat de la ville, de n'être personne pendant quelques instants. La décision qu'elle devait prendre d'ici demain matin pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. 43 personnes. 43 vies, 43 familles. Elle connaissait leurs noms, leurs visages. Certains étaient là depuis le début. Dans sa tête défilaient leurs sourires lors de la dernière fête de Noël, leurs regards confiants quand elle parlait d'avenir. Comment pourrait-elle les regarder dans les yeux demain et prononcer ces mots qui détruiraient tout? Clara frissonna. Dans sa fuite précipitée, elle n'avait pas pris son manteau, juste son tailleur gris anthracite sur un chemisier de soie. Élégante et vulnérable, comme ces immeubles haussmanniens aux façades parfaites et aux fondations qui s'effritent en silence. À quelques pas d'elle, Julia Bernard observait la pluie tomber. À 28 ans, son regard portait déjà les marques d'une vie qui n'avait pas tenu ses promesses. Diplômé brillant devenu chômeur chronique par la faute d'un marché du travail impitoyable. 6 mois qu'il enchaînait les entretiens sans succès. 6 mois à entendre les mêmes phrases creuses, nous vous recontacterons, votre profil est intéressant, mais... Dans la poche intérieure de sa veste élimée, un CV soigneusement plié, presque usé à force d'être manipulé. Il revenait d'un énième entretien, dans une petite agence de communication qui cherchait un « talent jeune et dynamique ». Traduction, quelqu'un à exploiter pour un salaire minimal. En sortant, il avait lu le message de son propriétaire, dernier avertissement avant expulsion. 3 loyers de retard. Pourtant, ce n'était pas de lui-même qu'il se préoccupait en cet instant précis. C'était de cette femme, à l'arrêt de bus, qui tentait désespérément de cacher ses tremblements. Il l'observait du coin de l'œil, intrigué par ce mélange de fragilité et de dignité. Elle ne portait pas de manteau, seulement un tailleur qui semblait coûter plus cher que tout ce qu'il possédait. Mais ce n'était pas cela qui le frappait. C'était son regard. Un regard qui semblait fixer un horizon invisible, au-delà de la pluie, au-delà de la nuit. Julia n'avait pas grand-chose à offrir. Mais il avait cette veste, un peu usée au coude, mais chaude. Un cadeau de son père, avant qu'il ne disparaisse. Une relique d'un temps où les choses semblaient encore possibles. Sans réfléchir, suivant une impulsion venue du plus profond de lui-même, il s'approcha d'elle. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il lut dans ses yeux une surprise mêlée de méfiance, cette méfiance propre aux Parisiens habitués à se croiser sans jamais vraiment se voir. « Tenez, dit-il simplement en lui tendant sa veste. Je ne suis pas frileux. » Ces mots, prononcés sans attente, sans calcul, flottèrent un instant entre eux. Clara regarda la veste, puis l'homme qui la lui tendait. Son premier réflexe fut de refuser. Dans son monde, les gestes gratuits n'existaient pas. Tout avait un prix, une intention cachée, une stratégie. Mais quelque chose dans le regard de cet inconnu la désarma. Une simplicité. Une franchise. Et peut-être, surtout, une absence totale de cette déférence calculée qu'elle avait l'habitude de lire dans les yeux de ceux qui connaissaient son statut. « Merci, murmura-t-elle en acceptant la veste. Le tissu était chaud, imprégné d'une odeur indéfinissable mais étrangement réconfortante. Un mélange de lessive bon marché et de quelque chose d'autre, de plus personnel. En l'enfilant, Clara eut l'impression fugace que ce n'était pas seulement de la chaleur physique qu'elle recevait, mais quelque chose de plus essentiel. Le silence s'installa entre eux,
mais pas ce silence gêné qui pousse à parler pour ne rien dire. Un silence plein, habité par le bruit de la pluie et le souffle du vent. Un silence qui, étrangement, semblait les rapprocher plus que des mots ne l'auraient fait. Ce fut Clara qui, finalement, brisa ce silence. Peut-être parce que, pour la première fois de la journée, elle se sentait suffisamment en sécurité pour parler sans calculer chaque mot. « Vous attendez le 29 » demanda-t-elle, désignant du menton le panneau de l'arrêt de bus. « Oui, » répondit Julien. « Enfin, non. Je ne sais pas vraiment. Je marche, d'habitude. Mais avec cette pluie. » Cette réponse, dans sa sincérité maladroite, arracha un sourire à Clara. Un vrai sourire, le premier depuis des jours. Pas celui qu'elle affichait en réunion, calibré pour inspirer confiance sans révéler ses doutes. « Moi aussi, je préfère marcher, confia-t-elle. Surtout le soir. Paris est différente, la nuit. Plus, vrai, d'une certaine façon. » Julien hocha la tête, surpris par cette confidence inattendue, mais aussi par cette étrange sensation de familiarité. Comme s'il poursuivait une conversation commencée ailleurs, dans un autre temps. « J'aime observer les fenêtres éclairées, dit-il. Toutes ces vies qui se déroulent en parallèle, ces fragments d'existence qu'on aperçoit au passage. » Il s'interrompit, soudain conscient de ce que ces mots pouvaient avoir d'étrange dans la bouche d'un inconnu rencontré à un arrêt de bus. Mais Clara ne semblait pas trouver cela bizarre. Au contraire, quelque chose s'était allumé dans son regard. « Vous lisez Pérec » demanda-t-elle, une note d'excitation dans la voix. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, confirma Julien. C'est mon livre de chevet depuis des années. Le mien aussi, s'exclama Clara, avec un enthousiasme qui la surprit elle-même. Cette façon qu'il a de regarder l'ordinaire, de rendre l'invisible visible. Ils échangèrent un regard, étonnés de partager cette référence. Dans ce moment suspendu, il n'était plus une PDG au bord du gouffre et un chômeur en fin de droit. Ils étaient simplement deux lecteurs partageant leur amour pour un même livre, deux sensibilités qui se reconnaissaient. La conversation dériva naturellement vers d'autres sujets. Les livres, d'abord. Puis la ville, ses recoins secrets, ses jardins cachés. Ils parlèrent de ces lieux qui échappent aux guides touristiques, de ces moments fugaces qui font la beauté de Paris. La petite librairie de la rue des Martyrs. Le café du coin où le serveur connaît votre commande avant même que vous ne la passiez. Cette façon qu'a la lumière de frapper la scène à certaines heures du jour. À aucun moment, Clara ne mentionna son poste, son entreprise, son statut. À aucun moment, Julien ne parla de ses échecs, de ses galères, de ses espoirs déçus. Ce n'était pas un mensonge par omission. C'était plutôt comme si, dans cet espace-temps particulier créé par la pluie et la nuit, ces détails n'avaient plus d'importance. Comme si leurs identités sociales s'étaient momentanément effacées pour laisser place à quelque chose de plus essentiel. La pluie avait cessé sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Ce fut le bruit du bus approchant qui les ramena à la réalité. Le 29, celui que Clara attendait sans vraiment l'attendre. « C'est le mien, dit-elle, soudain consciente qu'elle portait toujours la veste de cet inconnu. Elle fit un geste pour l'enlever, mais Julien l'arrêta d'un léger mouvement de la main. « Gardez-la, dit-il. Vous me la rendrez une autre fois. » Ces mots contenaient une promesse implicite, celle d'une autre rencontre. Clara hésita. Dans son monde, les choses ne se passaient pas ainsi. Les rencontres étaient planifiées, organisées, intégrées dans des agendas surchargés. Elles avaient un but, une utilité. Elles ne naissaient pas par hasard, sous la pluie, à un arrêt de bus. Comment commença-t-elle, mais le bus s'était arrêté, ses portes s'ouvrant dans un chuintement pneumatique. Montez, lui dit Julien avec un sourire. La veste saura me retrouver. Clara monta dans le bus, le cœur étrangement léger malgré les décisions qui l'attendaient. À travers la vitre, elle regarda Julien qui restait sur le trottoir. Il lui sourit, de loin, et ce sourire semblait dire « Tout ira bien ». Un message silencieux qu'elle emporta avec elle, enveloppé dans cette veste étrangère qui, curieusement, lui semblait familière. Le lendemain matin, Clara arriva à son bureau avec une résolution nouvelle. La nuit avait été courte mais étonnamment sereine. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dormi d'un sommeil profond, sans ces réveils anxieux qui la laissaient épuisée avant même que la journée ne commence. La veste de l'inconnu, de Julien, se corrigea-t-elle mentalement, était soigneusement pliée sur une chaise. Elle l'avait regardé longuement ce matin, touchée par ce geste si simple et pourtant si rare dans le monde où elle évoluait.
Un monde où la gentillesse gratuite était suspecte, où chaque action était analysée sous l'angle de l'intérêt et du calcul. En fouillant machinalement dans les poches, elle avait trouvé un CV froissé. Julien Bernard, 28 ans. Diplômé de Sciences Po, spécialisation en communication et stratégie digitale. Un parcours brillant sur le papier, mais jalonné d'emplois précaires et de périodes de chômage. Clara avait longuement fixé cette photo d'identité un peu floue, ce visage qu'elle avait découvert sous la pluie. Et soudain, tout avait basculé dans son esprit. Quand Maxime Desroches, le directeur financier, entra dans son bureau à 9 heures précises pour discuter du plan de licenciement, il trouva une Clara différente de celle qu'il s'attendait à voir. Pas cette femme épuisée et résignée de la veille, mais une dirigeante déterminée, le regard clair et la voix ferme. J'ai pris ma décision, Maxime, annonça-t-elle sans préambule. Nous ne licencierons personne. Mais Clara, le conseil a été très clair hier. Les actionnaires exigent. Les actionnaires exigent des résultats, le coupe ATL. Et je vais leur en donner. Mais pas en sacrifiant notre capital le plus précieux, nos équipes. Elle lui expliqua alors son plan. Une réorientation stratégique complète. L'abandon de certains projets coûteux aux résultats incertains. Un recentrage sur leur expertise première, celle qui avait fait leur succès initial. Et surtout, une redéfinition de leur culture d'entreprise, trop focalisée sur les chiffres, pas assez sur l'humain. C'est risqué, objecta Maxime. Très risqué. La vie est risquée, répondit simplement Clara. Mais je préfère échouer en restant fidèle à mes valeurs que réussir en les trahissant. Cette phrase résonnait étrangement en elle. Comme si elle l'avait toujours su sans jamais oser la prononcer. Comme si elle avait attendu cette nuit pluvieuse, cette rencontre improbable, pour enfin prendre corps. La journée passa dans un tourbillon de réunions, d'appels, de décisions. À 19 heures, alors que les bureaux se vidaient peu à peu, Clara s'accorda un moment de calme. Debout devant la baie vitrée de son bureau, elle contemplait Paris qui s'illuminait progressivement. La ville semblait différente vue d'ici, plus lointaine, plus abstraite. Elle pensa à Julien et à sa façon de regarder les fenêtres éclairées. Ces fragments de vie qu'on aperçoit au passage. Un coup discret à la porte interrompit sa rêverie. C'était Nadia, sa directrice des ressources humaines. J'ai les CV que tu m'as demandé pour le poste de responsable de communication, annonça-t-elle en posant une pile de dossiers sur le bureau. J'ai présélectionné les 5 meilleurs. Clara la remercia d'un signe de tête. Ce poste, créé dans l'urgence après le départ inattendu d'Antoine Vaillant, était crucial pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie. Elle avait besoin de quelqu'un de brillant, certes, mais surtout de quelqu'un capable de penser différemment, de voir au-delà des évidences. Au fait, ajouta Nadia en se dirigeant vers la porte, j'ai ajouté un 6e dossier. Il ne correspondait pas exactement aux critères, mais il y avait quelque chose dans sa lettre de motivation. Une sincérité, une fraîcheur. Je me suis dit que ça valait le coup d'y jeter un œil. Une fois seule, Clara saisit le dernier dossier de la pile. Son cœur manqua un battement. Julien Bernard. La même photo floue que sur le CV qu'elle avait trouvé dans la poche de la veste. Le même parcours, les mêmes compétences. Mais elle n'avait jamais lu sa lettre de motivation. Je ne vous promets pas d'avoir toutes les réponses, écrivait-il. Je ne vous promets pas de ne jamais me tromper. Mais je vous promets ceci, je regarderai toujours au-delà des chiffres pour voir les personnes. Je chercherai toujours la vérité derrière les apparences. Et surtout, je n'oublierai jamais que la communication n'est pas une technique, mais un art de la relation. Un art de l'écoute et du partage. Clara relut ces lignes plusieurs fois, touchée par leur résonance avec ses propres réflexions de la journée. Comme si, sans se connaître, ils avaient cheminé vers une conclusion similaire. Comme si leurs pensées s'étaient fait écho à travers la ville. Le lendemain matin, Julien reçut un appel qui le surprit. Une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler, pour un poste auquel il n'avait pas postulé. Un entretien dès l'après-midi. Il accepta, intrigué, mais sans grand espoir. L'expérience lui avait appris à se méfier des promesses trop belles. À 14 heures précises, il se présenta à l'accueil d'un immeuble moderne du 9e arrondissement. On le conduisit au dernier étage, dans une salle de réunion aux murs de verre. À travers ses parois transparentes, il pouvait voir l'effervescence des bureaux, le balai silencieux des employés, les écrans qui s'illuminaient et s'éteignaient comme des lucioles dans la journée déclinante. Il attendit quelques minutes, observant ce monde qui lui semblait à la fois fascinant et légèrement intimidant. Puis la porte s'ouvrit,
et son cœur s'arrêta. Devant lui se tenait la femme de l'arrêt de bus. Celle à qui il avait donné sa veste. Celle avec qui il avait parlé de Pérec et de Paris sous la pluie. Elle portait un tailleur noir impeccable, et son regard avait retrouvé cette assurance qu'il avait entreaperçue la veille. Mais il y avait aussi autre chose. Une douceur nouvelle, une présence plus authentique. « Bonjour, monsieur Bernard, dit-elle d'une voix professionnelle mais chaleureuse. Je suis Clara Levasseur, PDG de Novatio Technologies. Enchanté de faire votre connaissance. » Julien resta un instant sans voix, assimilant cette révélation. La femme tremblante de l'arrêt de bus était une PDG. Celle à qui il avait offert sa veste usée et dirigeait une entreprise probablement cotée en bourse. L'absurdité de la situation le frappa, et un rire nerveux menaça de s'échapper de sa gorge. Mais il se contint, serrant la main tendue avec un professionnalisme qu'il ne se connaissait pas. « Enchanté, madame Levasseur, répondit-il, cherchant dans son regard un signe qu'elle le reconnaissait. Ce signe, il le trouva immédiatement. Un pétillement discret, une complicité silencieuse. Elle le reconnaissait, bien sûr. Et plus encore, elle l'avait cherché. L'entretien qui suivit fut étrange et merveilleux. Ils parlèrent du poste, bien sûr, des responsabilités, des attentes. Mais sous ces échanges professionnels courait un autre dialogue, implicite. Celui commencé sous la pluie, à propos de livres et de fenêtres éclairées, de ces vies qui se croisent sans se voir vraiment. À un moment, Clara se leva et se dirigea vers une petite table sur laquelle était posée une veste soigneusement pliée. Sa veste. « Je crois que ceci vous appartient, dit-elle en la lui tendant. Merci de me l'avoir prêté. Elle m'a réchauffé. » Ce dernier mot semblait chargé d'un sens qui dépassait la simple chaleur physique. Julien prit la veste, ses doigts effleurant brièvement ceux de Clara. Un frisson imperceptible parcourut sa colonne vertébrale. « Avec plaisir, répondit-il simplement. Puis, après une hésitation, est-ce que vous avez pris votre décision? Celle qui vous préoccupait hier soir? La question était audacieuse, presque déplacée dans ce contexte. Mais Clara ne sembla pas s'en formaliser. Au contraire, son visage s'éclaira d'un sourire. Oui, dit-elle. J'ai choisi de faire confiance. De croire que la valeur n'est pas toujours là où on l'attend. Elle fit une pause, le regardant directement dans les yeux. Je crois que vous avez quelque chose qui manque à bien des hommes, monsieur Bernard. Une capacité à voir au-delà des apparences. À offrir sans attendre en retour. Julien soutint son regard, comprenant soudain que ce qui se jouait ici dépassait largement un simple entretien d'embauche. C'était une rencontre de deux âmes qui, contre toute attente, s'étaient reconnues dans le froid et la pluie d'une nuit parisienne. Le poste est à vous, si vous le souhaitez, annonça Clara, reprenant son rôle de PDG. Votre expérience correspond à ce que nous cherchons, et votre approche, disons qu'elle apporterait un regard neuf dont nous avons grandement besoin. Julien accepta, bien sûr. Comment aurait-il pu refuser? Pas seulement pour le poste, bien que celui-ci représentât une chance inespérée après des mois de galère. Mais surtout pour cette opportunité de poursuivre cette conversation commencée sous la pluie. Cette exploration de ce qui les avait réunis, contre toute logique sociale, contre toutes les probabilités. Tandis qu'il finalisait les détails pratiques, le soleil couchant inondait la salle de réunion d'une lumière dorée. À travers les parois de verre, ils pouvaient voir Paris s'étendre à leurs pieds, avec ses millions de vies qui s'entrecroisaient, ces rencontres improbables, ces destinées qui se tissaient dans l'invisible. Vous savez, dit Clara en le raccompagnant vers l'ascenseur, je me demande parfois combien de rencontres importantes nous manquons chaque jour. Combien d'âmes sœurs amicales, professionnelles, amoureuses passent à côté de nous sans que nous les reconnaissions. Peut-être que l'important n'est pas de les manquer ou pas, répondit Julien. Mais d'être suffisamment présent, suffisamment attentif, pour reconnaître celles qui sont destinées à croiser notre chemin. L'ascenseur arriva, ses portes s'ouvrant dans un chuintement qui rappelait celui du bus, la veille. Julien s'apprêtait à entrer quand Clara le retint d'un geste léger. Un dernier détail, monsieur Bernard. Le dîner de demain soir, avec l'équipe. 20h au Café des Philosophes. J'y serai, promit-il. Et cette fois, ajouta-t-elle avec un sourire qui illumina son visage, n'oubliez pas votre veste. La nuit pourrait être fraîche. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur cette promesse tacite d'une autre soirée, d'une autre conversation. D'un autre chapitre de cette histoire improbable qui avait commencé sous la pluie, à un arrêt de bus où ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais le cœur, lui, ne lit pas les fiches de poste.
Il reconnaît la vérité avant qu'elle se dise. Ce n'est pas ainsi que l'amour commence dans les livres. Mais c'est souvent comme ça qu'il commence dans la vraie vie. Ils ne devaient pas se croiser. Pas à cet arrêt. Pas à ce moment. Et surtout pas dans cet écart de monde. Mais parfois, la chaleur d'une veste suffit à dévoiler l'âme d'un homme. Et à réchauffer celle d'une femme qui ne savait plus comment demander de l'aide. Parfois, un simple geste change tout.